Tillabéri et Niamey. À présent, nous invitons la troupe Chauchawa pour le chant de clôture de cette 45e édition du sabre national de lutte traditionnelle Kokoa. Je rappelle que la troupe Chauchawa de Dosso a 5 minutes seulement. 5 minutes, pas plus. Également du verdict du procès détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire. François Compaoré bloqué en Côte d'Ivoire pour défaut de visa. C'est le troisième sujet que nous allons aborder ce matin. Alors pour discuter autour de l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de 4 chroniqueurs de la presse burkinabé. Ahmed Kone, journaliste et consultant en santé média, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Juvenal Sommet de l'initiative pour le livre et la culture. Bonjour. Bonjour. Blaise Kientega, journaliste indépendant, est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Également donc comme invité ce matin, Adama Kabouré de Attitude Média. Bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour aux téléspectateurs de la RTV. Permettez-moi de saluer un trio de jeunes coiffeurs du côté de Kilouin qui suit chaque dimanche notre émission, cette émission de débat de presse. Et cela donc nous enchante. Alors ce vendredi dernier, 27 décembre, le Premier ministre, le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo était devant les députés de l'Assemblée législative de transition pour sa déclaration de politique générale. Le chef du gouvernement a présenté donc sa feuille de route en 8 principaux points. Vous l'avez suivi certainement. La lutte contre le terrorisme, la bonne gouvernance, la résolution de la crise humanitaire, la souveraineté alimentaire donc, et le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale, autant de sujets qui ont été longuement abordés par le Premier ministre. Alors c'est un exercice constitutionnel que vous avez certainement suivi. Quelle appréciation donc faites-vous donc de cette déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo? Ahmed Kone. D'abord, permettez-moi de féliciter les poulains de Balboni qui ont utilisé leur petite crinière pour tordre la trompe des petits éléphants de Côte d'Ivoire hier. À Bamako encore, c'est pas à Ouagadougou. Donc il faut se féliciter de cela et puis encourager le staff et puis tous les sportifs burkinabés, dire que nos jeunes sont de plus en plus, ils font des merveilles de plus en plus, il faut les encourager. Alors cela dit, c'est un discours qui est quand même très important dans la vie d'une nation, telle que le Burkina Faso. Il faut d'abord voir par rapport à la forme, qu'est-ce qu'on peut retenir. D'abord, c'est un Premier ministre journaliste. Nous en félicitons aussi parce que Jean-Emmanuel Ouédraogo a d'abord été journaliste simple, ensuite directeur et puis ministre. Et pour la première fois dans notre pays et dans notre vie de journaliste, il a été ministre d'État avant de devenir Premier ministre. Alors donc, c'est une carrière époustouflante quand même pour un jeune de son âge. Et avec le président Ibrahim Traoré, ça fait quand même un duo de jeunes. Donc, cela veut dire qu'ils sont d'une certaine génération qui a pris ses responsabilités. Il faut les encourager parce que la tâche est très très dure. Alors cela dit, c'est un premier journaliste, donc un grand communicateur qui a pris la parole pour présenter quand même ce discours d'orientation en quelque sorte. C'est très important. Bon, vous avez égrené effectivement un certain nombre de points sur lesquels il est intervenu. Pour ma part, je dirais que c'est un peu de la continuité. C'est vrai qu'il y a des réformes, etc., mais celui qui l'a précédé, c'était un homme de loi et donc quelqu'un qui a fait un grand plaidoyer parce que le régime qui venait de s'installer avait besoin d'un avocat, un grand défenseur de certaines causes, et il a si bien fait. Maintenant, c'est un communicateur qui vient, comme j'avais eu à le dire ici, pour la communication politique. Il faut polir les angles, il faut avoir un ton mesuré pour donner davantage de confiance aux Burkinabés et surtout attirer vers nous des partenaires susceptibles de respecter nos conditions et surtout parler à ceux qui se sont égarés,
qu'ils soient dans les rangs des terroristes ou qu'ils soient au plan politique, des gens qui, à un certain moment donné, ont quitté les navires. Et aujourd'hui, il s'agit de convaincre. Et le Premier ministre s'est montré convaincant et convaincu, pour ma part en tout cas. Et si on rentre dans certains éléments, on a vu que, bon, de façon globale, les phrases sont construites de manière à convaincre, à s'attirer la sympathie, effectivement, de ceux qui suivent. Et il a essayé de nous donner des éléments de référence, parce que lorsqu'on parle en quelque sorte, l'offensive à mener à outrance, ça va dans le même sillage que le précédent gouvernement, à savoir ce que le discours du chef de l'État a donné comme consigne. Il faut intensifier la lutte contre le terrorisme et surtout affirmer davantage la souveraineté et travailler à lutter contre la corruption et voir dans quelle mesure mettre fin au dysfonctionnement de l'État. Car le grand malade qu'est le Burkina, c'est le malade État burkinabé. Et ça, je crois qu'avec tout ce qui s'est passé comme procès, on s'attend à ce que le Premier ministre enfonce davantage son cheval de bataille pour que les Burkinabés se sentent en confiance. Il faudrait que les sous soient mieux gérés, il faudrait que les coupables soient punis et il faudrait mettre fin à la récréation, comme on a eu à le dire. Je crois que pour ma part, le fond aussi est la même chose, c'est-à-dire qu'on va davantage continuer, que ce soit au plan de l'agriculture, des finances, etc. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je crois que tout le monde a bien compris, on a suivi. Et face aux députés qui posaient un certain nombre de questions, il a essayé d'être convaincant aussi. Je crois que sur ce plan-là, tous ceux qui, à un certain niveau, ont pu suivre le discours du chef du gouvernement ou qui auront à le relire à travers les médias, je crois que les gens seront convaincus effectivement de la détermination, non seulement de l'homme qui a prononcé ce discours, mais aussi de l'ensemble de son équipe qui sait très bien quels sont les défis à relever pour un Burkina prospère. D'accord. Alors, Juvenal Assobé, quelle appréciation vous faites donc de cette déclaration de politique générale du Premier ministre? Est-ce que vous voyez les choses sous le même angle que le doyen Ahmed Koné? Merci. Je aborderai la question sous deux angles. D'abord, la question de la forme de cette déclaration de politique générale. Quand on revoit l'exercice un peu de façon chronologique, je dirais qu'il y a une certaine évolution, de mon point de vue, assez qualitative. Si on prend la déclaration de politique générale, la DPG, depuis une dizaine d'années, on a vu que au départ, ce n'était pas du tout, l'exercice était quand même à affiner. C'était long, c'était assez fastidieux. Et même dans le format, quand vous regardiez à l'époque, vous voyez des documents, on avait pratiquement plus d'une centaine de pages que le Premier ministre devrait lire. Il y avait par moment, il fallait à un moment faire des interruptions pour lui permettre de souffler un peu. Donc, au début, ce n'était pas évident. On voit qu'avec le temps, les choses se sont, je dirais, quand même améliorées. J'ai vu un peu le format du discours du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. On est autour d'une vingtaine de pages. Ça veut dire qu'il y a quand même un besoin d'aller, je dirais, à l'essentiel. Il y a un besoin aussi d'aller vers des questions pratiques. Et ça, du point de vue de la forme, ça permet aussi, je dirais, à ceux qui écoutent, voilà, par un moment aussi, d'être focalisés. Surtout qu'à l'époque, on a vu que les députés, par moment, étaient un peu distrait à cause de la longueur, évidemment, de la déclaration de politique générale. Maintenant, en tout cas, jusqu'à la nuit. Voilà. Oui, maintenant, on voit que le format a été amélioré, ça permet quand même de captiver l'auditoire et c'est quelque chose de bien. Dans le fond, comme je l'avais dit ici, au lendemain de la nomination du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, je disais que de toutes les façons, son action se situerait dans la continuité, évidemment, de celle de son prédécesseur. Parce que les chantiers abordés, évidemment, reste à améliorer dans la perspective évidemment d'un renforcement de la gouvernance. Et sur les 8 points que vous avez cités, moi il y a 3 particulièrement sur lesquels j'attendais le Premier ministre. J'ai vu que la question de la sécurité, sur la libération du territoire, on est autour de 70%, plus de 70% selon le Premier ministre. Je pense également à la question de l'économie et du pouvoir d'achat également des Burkinabés et puis la question aussi de l'éducation.
les 3 points, évidemment, sur lesquels, personnellement, j'attendais de voir un peu comment est-ce que, quels sont les points sur lesquels le Premier ministre mettrait l'accent. Je vois qu'on est resté dans une approche, je dirais, pour rassurer les populations qu'il y a des efforts qui sont faits et qui continueront d'être faits au cours de l'année. Je pense que c'est important aussi que cette déclaration de politique générale vise en même temps aussi à focaliser l'opinion sur les défis qui restent à relever, sans évidemment nier la réalité évidemment du fait que il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps en disant que le meilleur reste à venir et que les populations ont le droit, ou sont en droit évidemment, d'espérer que malgré les difficultés qui sont rencontrées pour le moment, il y a de bonnes perspectives à l'horizon. Et c'est ce que je retiens évidemment de cette déclaration de politique générale. D'accord. Alors Blaise Kientega, quelle appréciation vous faites donc de ce discours prononcé par le Premier ministre devant l'Assemblée, une sorte de feuille de route pour les années à venir? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce discours-là. Je pense que du point de vue de la forme, on est retombé en fait dans la logique d'un peu classique. Parce que rappelez-vous que le Premier ministre Tambela avait fait un discours d'orientation et d'engagement patriotique à l'époque pour son entrée sur scène. Alors, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un exercice qui est de l'ordre classique des choses, du point de vue de la forme, du point de vue aussi de la responsabilité. C'est le Premier ministre qui donne les grandes orientations en fait de l'action gouvernementale. Donc je pense que sur tous les différents points qui ont été évoqués, je crois qu'ils sont à l'ordre de 8, non? Oui. Voilà, donc bon, c'est des concepts aussi qui sont connus des Burkinabés, même si du point de vue du contenu, on n'a pas les mêmes approches. Voilà. Donc quand vous prenez sur le plan sécuritaire, alors la vision du taux de territoires donc reconquises, le pourcentage de territoires reconquises et autres, on n'a pas les mêmes visions du point de vue du fond. La réconciliation nationale, c'est pareil. Mais je pense que de façon globale, les différents points qui ont été soulevés en fait sont les points en fait qui préoccupent beaucoup les Burkinabés, notamment les questions sécuritaires. Donc à ce niveau-là, je pense que un certain nombre de détails ont été donnés, même s'il y a aussi en termes de perspective, outre la question donc de la construction d'une infrastructure de défense à ce niveau-là, à dire vrai, le gouvernement est très avancé là-dessus, surtout du côté donc de l'institution militaire. Depuis environ une année, 6 mois comme ça, il y a un vrai travail de fond qui a été fait à ce niveau-là. Et du point de vue aussi renforcement donc des capacités donc du génie militaire et autres. Donc pour dire que les perspectives donc de pouvoir dans les jours ou du moins dans les années à venir avoir donc une infrastructure, une industrialisation sur le plan de la défense là, ça en tout cas il y a des avancées significatives selon les données qu'on a. Maintenant à l'intérieur du point de vue de l'organisation donc de la dynamique de reconquête du territoire. Je pense qu'il y a des détails qui ont manqué, mais qu'à cela ne tienne, on sent que c'est une logique de continuité de ce qui se faisait avant. Sur le plan de l'économie, j'avoue que je suis resté un peu perplexe parce que actuellement, j'ai comme l'impression qu'on met l'accent beaucoup plus sur des finances que l'économie. Parce que quand vous regardez tout récemment la question de la flambée des prix, c'est vrai que les structures déconcentrées des ministères nous ont donné un certain nombre d'éléments, mais après aussi du point de vue approche globale au niveau du gouvernement, on n'a pas senti franchement on n'a pas jeté des perspectives. Et à l'intérieur aussi, j'ai comme l'impression qu'actuellement, on ne sait pas d'organiser l'économie au niveau interne. Et c'est ça aussi qui fait que, bon, on a des difficultés. Donc à ce niveau-là, je pense que
on ne peut pas faire la guerre sans une économie performante. Donc, et pourtant, il y a des efforts qui sont faits avec l'APEC, avec la construction d'unités, de transformation en tout cas de nos matières premières. Il y a des mesures d'interdiction d'exportation ou bien d'exporter en tout cas certaines matières premières pour permettre en tout cas à l'économie locale, nationale de pouvoir en tout cas tirer profit donc de l'ensemble donc des ressources internes au Burkina. Non, c'est pas que quand je dis que c'est pas, il y a des choses qu'il faut revoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a énormément de mesures qui sont prises, mais après aussi il faut améliorer. S'il y a toujours des problèmes, c'est parce que tout simplement ces mesures-là ne sont pas suffisantes. Suffisantes plutôt. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur le plan économique et puis sur le plan de la réconciliation nationale, je pense que jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas de Tambela à Jean-Emmanuel Ouédraogo. Je pense que il faut qu'on situe vraiment les Burkinabés sur cette histoire de la réconciliation. Parce que c'est vrai qu'il a parlé de la question donc, du Conseil national des communautés, que moi j'attendais. J'attendais en fait cette question du Conseil national des communautés là. Maintenant, c'est à l'intérieur, c'est qu'on va mettre dedans. Voilà, du même que la réconciliation, qu'on nous situe en fait vraiment, qu'on éclabousse les zones d'ombre parce que la question de la réconciliation elle est assez perplexe depuis 2015. On en parle, mais à un certain moment, on se pose la question, c'est quoi on met dans la réconciliation? Si c'est la réconciliation entre les communautés à la base, si c'est la réconciliation entre les administrés et les administrateurs, on peut comprendre. La réconciliation entre les hommes politiques ou organisations politiques qui ont eu des parcours et qui, en fonction de l'histoire, ont eu des difficultés ou des divergences et après, ça crée des petites frustrations avec... Bon, cette question aussi, par exemple, des exilés actuellement, on peut trouver des formats et tout. Donc, à ce niveau-là aussi, le mot réconciliation qui est revenu, ça permet de comprendre aussi pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a choisi Jean-Emmanuel Ouédraogo. Comme je vous l'ai dit ici, du point de vue profil, c'est un monsieur aussi qui est pondéré, qui essaye d'arrondir les angles, doyen l'a rappelé, tout au long du discours, aussi bien dans la forme que dans le fond, on voit qu'il essaie d'arrondir les angles. Donc, à ce niveau-là, on peut comprendre en fait sa vision de la réconciliation. Mais à ce niveau, moi je pense que le Conseil national des communautés, il faut que, en tout cas, il y ait un travail de fond là-dessus. Parce que si vous remarquez, avec cette situation sécuritaire, on a un État aujourd'hui qui a décidé de confier, en fait, qui fait face à des difficultés, qui fait recours à la communauté. Mais une fois que cet État se redresse, après on oublie les communautés à la base. Or, en fait, quand on regarde en Afrique, nous sommes essentiellement communautaires. On a une approche du chômage qui est communautaire. On avait une approche de la sécurité qui était communautaire et c'était beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'au niveau du Conseil national des communautés, il faudrait vraiment un travail de fond pour qu'on puisse apurer un certain nombre de passifs, aussi bien sur le plan judiciaire, mais également sur le plan d'un certain nombre de différents, aussi bien les différents fonciers, les différents entre communautés, etc., etc. Moi, je pense que de façon globale, on peut dire, bon, c'est une déclaration de politique générale qui a su, en tout cas, les Burkinabés, en tout cas, dans l'ensemble, bien accueilli ça. Et puis, bon, au niveau des députés aussi, je vois que ça a été bien compris, l'orientation globale. Et donc, bon, on peut dire bon vent. Œuvrer en tout cas à la cohésion sociale, c'était le point 7 donc, de cette déclaration de politique générale du chef de gouvernement. Alors, Adama Kaboré, quelle est votre lecture en tout cas sur l'ensemble des points qui ont été abordés au cours donc, de cette déclaration de politique générale? Ok, avant de rebondir sur la question, permettez-moi, la RTB a été distinguée avec une médaille, avec Agraf Transport et Sécurité routière. Et félicitations à la RTB. Mais en même temps, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faut des moyens logistiques pour la chaîne nationale. Voilà, que l'autorité en prenne note. Donc, quand je suivis le discours de politique générale de Rimtalva Jean-Emmanuel Ouédraogo, je crois que ça a été suffisamment assez digeste, parce que c'est pas comme les années antérieures. À la fin, vous êtes lassé de suivre ce exercice-là. Et du coup, à la fin, vous avez vu le vote des députés, c'était à 71 voix. Donc c'est dit que le message est passé. Je crois que le fond, c'est ce qui a dicté d'ailleurs le fond, parce que quand on regarde le fond, c'est suffisamment
assez réaliste en prenant en compte les attentes et les aspirations du peuple, notamment les différents points. Et moi, ce qui m'intéresse, qui m'a intéressé beaucoup dans son discours, c'est la question de la lutte contre le terrorisme, la reconquête du territoire national, et la question de la gouvernance, et puis la question de la réconciliation, comme Blaise l'a dit tout à l'heure. Quand on va revenir un peu sur la question du terrorisme, la sécurisation, la lutte contre le terrorisme et puis la sécurisation du territoire quand même, il faut noter que déjà il y a des efforts qui ont été faits, mais on voit que dans son discours également, les orientations qui ont été données, c'est de renforcer davantage cette intervention-là pour pouvoir conquérir l'intégralité du territoire national qui, selon le chef du gouvernement, est estimé déjà à plus de 70%. Et l'autre aspect que je voudrais également souligner, c'est cet aspect de formation continue, de renforcement de capacité du personnel combattant, voilà, parce qu'il faut se dire qu'il y a des rapports qui ont incriminé parfois nos forces de défense et de sécurité d'avoir atteint les droits humains. Voilà. Et alors que quand vous êtes sur le terrain et quand vous échangez aussi avec les soldats, vous savez que déjà ils sont en capacité. Même si ce n'est pas avéré, oui, même si c'est pas avéré. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que quand même quand vous échangez avec les soldats sur le terrain, voilà, on sent qu'ils sont en capacité en matière de protection des droits humains. Et donc c'est une chose à saluer et à rassurer d'ailleurs les partenaires techniques et financiers. Et vous voyez que je crois que courant début décembre, le Canada et puis la Belgique, qui sont des grandes démocraties occidentales, ont encore une fois accrédité des ambassadeurs auprès du Burkina Faso, malgré que certains vont nous dire que c'est un régime exceptionnel. Voilà, c'est dit que quand même il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Quand je vais aller rebondir un peu sur la question de la gouvernance, il a parlé de la lutte contre la corruption. L'actualité d'ailleurs nous laisse voir certains trucs en matière de la mauvaise gouvernance que notre administration traîne par certains agents d'ailleurs. Voilà, c'est pas, il y a des agents quand même aussi qui sont dignes, qui sont rigoureux dans leurs tâches à leur confier. Donc c'est à saluer, mais il faut aussi questionner les pratiques administratives. Je crois qu'il est revenu là-dessus à travers une réorganisation de l'aspect juridique, voilà, administrative de l'administration burkinabé pour pouvoir quand même permettre de maximiser, d'optimiser sur les ressources publiques. Et je vois qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Au-delà de ça, c'est la question de la réconciliation nationale dont ils ont fait cas. Et d'ailleurs, dès la charte du MPSC2, c'était pas évoqué, mais à la relecture le 25 mai dernier, le terme réconciliation est apparu dans la charte. Donc on se dit que le chef de l'État est dans cette dynamique de rassembler les Burkinabés autour de l'essentiel. Et je crois que sous le président Roch Marc-Christian Kaboré, il y a un travail qui avait été fait par Zéphirin Diabré, et je crois que le gouvernement actuel pourrait s'inspirer également de ce travail-là et pouvoir dans quelle mesure. Également avait fait donc déjà un travail. Oui, donc il faut en fait, c'est pourquoi j'ai dit il faut se référer déjà à l'existant qui est là, voilà, pour ne pas essayer chaque fois de refaire la routine. Et pour finir, c'est la question économique, parce que quand on voit il y a des efforts qui sont faits effectivement, mais ça n'impacte pas directement sur le panier de la ménagère. C'est vrai que le Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a parlé du contrôle des prix, c'est bien, moi je trouve que c'est bien, c'est fabuleux, mais c'est insuffisant, parce que le contrôle au Burkina Faso, on sait ce que ça donne souvent. Il va falloir prendre des mesures assez drastiques pour impacter directement sur la flambée des prix. Peut-être aujourd'hui, en revoyant peut-être certaines taxes, bon, quand on voit la loi de finances et gestion exercice 2025, nous avons vu que par exemple la TVA sur certaines prestations est revue de 18% à 10%, ce qui est assez intéressant. Moi j'aurais aimé qu'on étende cette TVA sur un certain nombre de produits, voilà, pour pouvoir quand même impacter sur l'économie, sur la vie des populations. Donc je crois qu'il va falloir trouver des moyens, parce que déjà les Burkinabés sont engagés côté financier pour accompagner l'effort que le gouvernement s'adonne pour pouvoir quand même atteindre un certain nombre d'objectifs et puis lutter contre le terrorisme et prendre le développement à bras le corps.
D'accord. On vous a bien compris, oui. Réaction sur ce sujet, encore, doyen, oui. Je voudrais dire qu'actuellement, le Premier ministre se trouve au Niger. Or, le Niger a pris des mesures d'ordre social et économique par rapport justement à la flambée des prix, aux hydrocarbures. Je suis sûr que dans son équipe, il a avec lui des ministres avec lesquels ils vont travailler pour que justement les Burkinabés aussi puissent bénéficier aussi de certains avantages dans la coopération avec le Niger. Je voudrais revenir sur un point, la lutte contre l'incivisme, contre tout le dysfonctionnement de l'État. La corruption et le blanchiment d'argent. Il a bien souligné ça, je me rappelle encore. Il a dit que les ministres seront évalués sur leur performance en ce qui concerne donc les sanctions à prendre contre des personnages indélicats de nos ministères. Et que bon, effectivement, il y aura une intensification de la lutte à l'intérieur des ministères et certainement dans les programmes et projets. Ça, je crois que c'est très important à relever. Et ensuite, il y a les personnes déplacées internes. Lorsqu'elles vont se rendre sur les lieux, on va les accompagner au plan économique. Je crois que ce sont des mesures quand même qui sont importantes. Je voudrais quand même terminer en disant que ce que le Premier ministre a présenté, c'est vraiment très clair, et je crois que chaque membre du gouvernement devrait se mettre dans cette dynamique-là pour ne pas rester à la traîne, ce qui va sans doute écorcher les résultats attendus. Raison pour laquelle le doyen vient d'évoquer tout à l'heure cette question d'évaluation. C'est vrai que sous Tambela, les ministres étaient régulièrement évaluer, mais là il faut intensifier l'évaluation et peut-être même prendre en compte un certain nombre de facteurs au niveau des différents ministères et ne pas se contenter parfois de certains rapports qui sont parfois enrobés de telle sorte que pour séduire le lecteur et celui qui prend la décision. Donc il va falloir prendre un certain nombre de critères pour pouvoir vraiment évaluer les différents membres du gouvernement. D'accord. Alors juste une précision pour les téléspectateurs, le débat de presse aujourd'hui c'est jusqu'à midi 30 minutes, donc on a encore assez de temps pour aborder les autres sujets. Très rapidement, Blaise Kientega. Voyez-vous, moi je ne suis pas de cette école un peu de l'administration classique, là, du point de vue outils d'évaluation donc des performances des gens. Moi je pense que, j'aime le dire, quand les outils d'évaluation sont virusés, il va sans dire que les résultats qui vont y sortir, on va vous dire qu'une telle personne a fait une performance. Après, on a vu comment on a évalué le ministère des Affaires humanitaires ici. On nous a présenté des taux de performance, mais après on a vu ce qui s'est passé avec le procès. Donc moi je pense que les outils d'évaluation de cette administration néocoloniale qui est à refaire, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Le ministre il peut bien la bonne foi, oui, on va chanter l'amour et tout ça, oui, mais la vérité c'est quoi? Vous avez des individus, c'est une sorte de programmation. Donc moi je pense qu'il faut revoir à ce niveau-là pour être vraiment conséquent, pour qu'on ait une administration réformée et performante. Parce que ça c'est aussi, c'est important, parce que même la crise sécuritaire, beaucoup de spécialistes nous disent aujourd'hui, avec la situation actuelle, que c'est parce qu'on a eu une défaillance, on a eu des zones sous-administrées et on a eu une mauvaise administration, des mauvais administrateurs qui se sont comportés dans le temps comme des colons dans les commissariats, mais également dans les mairies et dans les chefs-lieux de province en tant que haut-commissaire et gouverneur. Les gens ont passé le temps à faire des raps, des bœufs des gens, les gens ont passé le temps à s'accaparer des terres des populations, etc. etc. 2018-2020, 4000 conflits communautaires et 82% liés au foncier et tout ça. Donc moi je pense que le ministre devait, la question de la réforme même de l'administration, ça devait être un sujet, en tout cas de mon point de vue, un sujet assez central. Deuxièmement, il y a cette affaire de la lutte contre la corruption. Moi je pense que au début, au niveau de la présidence, on avait créé un numéro vert, je crois. Et avec, ça existe toujours. Voilà, on avait dit qu'on allait en tout cas récompenser ceux qui dénonçaient la corruption. Mais au bilan, c'est quoi? Je vous ai dit ici que ça n'allait pas fonctionner parce que dans la on n'a pas encore le bilan. Il n'y a pas quelque chose qui a été officiellement dit pour dire en tout cas que ça ne fonctionne pas. En matière de reddition des comptes aussi, quand même, il faut régulièrement faire un
bilan périodique pour pouvoir déjà quand même situer l'opinion. Voilà, c'est Oui, c'est dans le même sens que il n'y les a pas assez de communication là-dessus, mais on ne sait pas aussi. Peut-être qu'il y a eu des dénonciations qui ont permis de lever des lièvres, on ne le sait pas, donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Nous, on veut un bilan, le peuple burkinabé veut un bilan. Nous, on veut savoir combien de mecs on a arrêtés, combien de gens ont dénoncé, ces Burkinabés, est-ce qu'ils ont été décorés, ceux qui ont dénoncé, et tout. Donc on veut comprendre, on viendra avec le procès, vous avez vu qu'on peut même être dénonciateur et corrompu. Et ça aussi, il faut le soulever. Donc moi, je pense qu'il y a un diagnostic du point de vue de la société. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo, là où ça m'a vraiment pas... ça m'a laissé sur ma soif, c'est le fait qu'il ait un profil sociologue et le Burkinabé de demain, on ne nous donne pas une cartographie du Burkina de demain parce qu'on a une génération, en tout cas on ne peut pas compter sur eux pour le changement social parce que du point de vue des réflexes, on essaie de mettre des mesures coercitives et tout, mais après, les gens ils trouvent des mécanismes pour aller dans ce sens-là. Donc moi je pense que à ce niveau-là, il doit revoir en fait la vision globale du gouvernement. La dernière chose, c'est du point de vue en fait de l'avenir en fait de nos soldats et de nos hommes engagés sur le terrain. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai que ce sont des questions militaires, mais on devait avoir quand même une sorte de lisibilité. C'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement, ou aussi bien à la présidence, il y a une agence qui est chargée en fait de gérer en fait les questions liées aux veuves, aux orphelins et orphelines de guerre. Et il y a tout ça, et à ce niveau-là, je n'ai pas senti de la profondeur en termes de perspective. Et la dernière, c'est la question de l'offensive agro-pastorale. Au niveau de l'offensive agro-pastorale, je pense qu'on parle beaucoup plus de l'offensive agro-pastorale, mais on occulte en fait un phénomène qui est assez important. C'est la question de la gestion des terres. Parce qu'aujourd'hui, on met l'accent sur l'offensive agro-pastorale, mais après aussi, est-ce que notre philosophie, la politique agraire et foncière, est-ce qu'il ne faut pas la revoir carrément? Parce que du point de vue de la réalité, c'est une politique agraire et foncière qui est dépassée visiblement du point de vue de la vision que le chef de l'État a de l'agriculture. Donc moi je pense qu'il y a un travail à faire. La question a été longuement abordée. Beaucoup de députés ont posé des questions sur le foncier rural surtout, qui est un problème. En tout cas, dans le Burkina d'aujourd'hui. Oui, Juvenal, d'abord, très rapidement. Moi, je voudrais dire qu'au-delà du discours du Premier ministre, le Burkina de demain ne sera que ce que les Burkinabés veulent qu'il soit. Surtout la question de la flambée des prix de l'économie. Le gouvernement fera tous les efforts possibles si les Burkinabés eux-mêmes ne sont pas capables de hauteur d'esprit, de faire leur part de sacrifice. Je pense que tout cela, ça va être difficile à réaliser. Aujourd'hui, regardez, ce n'est pas le gouvernement qui passe son temps à augmenter les prix à chaque carrefour. Ce sont des Burkinabés eux-mêmes qui montrent à quel point ils sont pas, je dirais, compatissants vis-à-vis de leurs semblables. Donc on ne peut pas accuser les autorités si nous-mêmes, en tant que citoyens, ne faisons pas notre part de travail. Aujourd'hui, je dirais que le panier de la ménagère dont parlait Kaboré tout à l'heure, aujourd'hui est devenu difficile à remplir simplement, insoutenable. Pas par la faute du gouvernement, mais par la faute des Burkinabés eux-mêmes. Simplement par la cupidité, je dirais, l'absence de compassion. On veut à tout prix gagner le maximum du maximum. Certains veulent faire de cette crise-là, je dirais, un fonds de commerce. Donc, à cette allure-là, je pense qu'on ne va pas trouver la porte de sortie si chacun ne fait pas son travail, pour que, évidemment, les efforts des citoyens puissent s'ajouter aux efforts des autorités pour qu'on puisse avancer. Mais si chacun voit, je dirais, de quoi se remplir les poches, là où il faut être, je dirais, compatissant vis-à-vis de la majorité des Burkinabés, je pense que ça va être difficile. Donc pour moi, il faut équilibrer la balance. Chacun a des efforts à faire pour qu'on puisse avancer réellement vers quelque chose de plus structuré, de plus soutenable. Alors, on est un peu plus par le temps. Un dernier élément. Oui, très rapidement. Parce que je m'intéresse au développement local et cet élément est assez important et c'est
pratiquement l'une des premières fois que ça ressort, c'est cette histoire de redécoupage du territoire national. Vous savez, quand on parle des questions liées à l'économie, c'est également un enjeu majeur en ce qui concerne le redécoupage administratif du Burkina Faso, puisque quand vous regardez le découpage actuel qui est là, ça ne répond en réalité à aucune structure socio-économique et culturelle, même des populations, si bien que parfois dans la répartition de certaines ressources naturelles, comme ou bien certains dérivés des ressources naturelles comme le fonds minier, quand vous regardez dans la balance, ça en fonction des communes que ça pèse. Donc je crois que c'est un sujet assez important que le Premier ministre a soulevé, et parce que depuis 2006, avec la communalisation intégrale qui est intervenue avec les élections municipales qui a érigé près de 300 et quelques communes, il faut noter que la décentralisation est aujourd'hui mitigée parce que les acteurs ne se sont pas appropriés la chose, et plutôt même mieux, cette chose-là, elle a été beaucoup plus politique qu'au profit même des populations à la base. Donc je crois que c'est un sujet assez important qu'il a soulevé, et on attend encore, en tout cas, de voir mieux, parce que déjà il y a la loi 055 de 2004 portant compte des collectivités territoriales, je crois qu'il y a une relecture, et je pense qu'ils vont prendre quand même un certain nombre d'éléments pour pouvoir permettre quand même les populations à la base de mieux bénéficier les retombées du développement local. D'accord. On a eu besoin de 25 milliards. Il faut que le Premier ministre nous fasse l'économie de répéter ce qu'on a fait dans le passé. On a pris 15 milliards pour financer des projets de jeunes, et on a vu comment les gens ont opérationnalisé ce projet-là. Ces 25 milliards-là, qu'on nous dise qu'on puisse en fait avoir un autre schéma de moins d'accompagnement des jeunes. Parce que les 15 milliards passés jusqu'à présent en termes de recouvrement, j'avoue qu'au niveau du fonds Kounawili, je n'ai pas les données actualisées, mais les 25 milliards qui sont en vue donc, pour les projets donc, des jeunes et des femmes, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler en fait la matrice d'approche du sujet pour qu'on ne retombe pas dans les travers donc, des 15 milliards du PAEJF. En tout cas, il y a une opération de recouvrement assez costaud qui est en cours donc, au niveau du fonds Kounawili pour recouvrer en tout cas ces prêts qui avaient été octroyés aux femmes pour pouvoir développer leur entreprise. Alors, on est pris par le temps, on a parlé de corruption, de détournement, de gestion des biens publics. Mardi dernier, l'affaire détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire a connu son épilogue avec donc le verdict qui a été rendu. Alors, tous les 4 prévenus ont écopé, en tout cas de peine d'emprisonnement ferme allant de 6 à 15 ans et des amendes pécuniaires allant de 120 millions à 5 milliards de francs CFA pour le principal condamné, Amidou Tienya. Alors, notre propos ce matin n'est pas donc de commenter donc ce verdict, le verdict donc, de cette affaire, ce n'est pas notre propos, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon donc de ce procès qui a été rendu public et qui a été en tout cas suivi en direct par l'ensemble des Burkinabés et même du monde entier, Ahmed Kone. Bon, moi je crois qu'évidemment on ne peut pas tellement commenter les verdicts, c'est vrai. Les procès sont ce qu'ils sont. Je crois qu'on peut retenir au moins 2 ou 3 petites choses. La première des choses, c'est que le Burkina Faso est un pays malade. Parce que son État est malade. Et tout à l'heure, j'écoutais Blaise Kintéga qui faisait un peu le procès de l'administration publique, une administration néocoloniale, c'est vrai. Mais depuis 2 ans, pour ne pas dire aussi depuis quelques années, des efforts sont faits quand même pour essayer de soigner ce malade. Lorsque vous avez un cancer, vous savez que c'est dur de soigner ce cancer-là. Or, ce cancer-là au Burkina Faso, c'est un cancer qui est surtout d'ordre moral. Comment les gens sont-ils descendus aussi bas? Parce que c'est ça. Le Burkina Faso, l'État est malade, mais le Burkinabé lui-même est malade. Et je reprends la phrase de Juvenal tout à l'heure, la cupidité. Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à faire de l'argent notre maître absolu? Tout le monde parle du panier de la ménagère, mais en fait nous y contribuons tous à ce que ce panier-là ne soit pas bien approvisionné. Pourquoi? La femme qu'on aide à produire des tomates,
Pourquoi elle va mettre du carburant dedans? Voilà une question. Il faut que les gens renoncent à utiliser des pesticides, à utiliser, je ne sais plus moi, des produits chimiques quand ils vont effectivement cultiver dans les champs. Il faut que celui qui achète de la viande pour aller la vendre dans son quartier cesse de transporter la viande dans n'importe quelle condition. Il faut que le ministre du Commerce et le ministre des Ressources animales sévissent. Il ne faut plus qu'on voit quelqu'un avec un vélo, avec une moto, avec un tricycle transporter la viande non protégée. Il faut qu'on prenne des mesures fermes. Pourquoi des gens qui sont dans l'administration font-ils des surfacturations? Il faut renoncer à ça une bonne fois pour toutes. Je crois que le message du Premier ministre c'était ça aussi. Il faut que les Burkinabés eux-mêmes changent. Nous avons souvent dit ça sur ce plateau ici. On ne peut pas changer un pays si les gens de ce pays ne veulent pas changer. Parce que le problème est là. Pourquoi faut-il qu'on s'arrête presque tous au feu et qu'un imbécile se lève brusquement, il démarre? C'est pas normal, il faut que les gens le rattrapent. S'il faut même un jour, il faut qu'on arrive à bastonner des gens dans les rues parce qu'ils ont... C'est pour dire que... Non, c'est une façon... Évidemment, on dit ça pour rigoler. Caricaturer, voilà, merci. Mais c'est pour dire qu'il faut que la population elle-même se prenne en main et renonce à un certain nombre de choses. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut que chacun fasse sa part. Lorsqu'on vous demande une surfacturation, il faut y renoncer. Le procès le montre. Lorsque les gens montent des petits... Non, bref, c'est pour dire que c'est à nous de renoncer à un certain nombre de choses. Nous demandons le ralentissement du train de vie de l'État. Les autorités en place prennent des mesures et renoncent à des choses. Vous contribuez à ce qui concerne le fonds patriotique. Donc, il faut quand même qu'au fur et à mesure qu'on aide l'État à se soigner et à soigner le pays, que les gens eux-mêmes acceptent de se soigner. Parce que c'est ça. Pourquoi faut-il qu'un père de famille, je ne sais pas moi, laisse son enfant sans l'éduquer? Pourquoi faut-il que les enfants qui vont à l'école se conduisent de manière à rendre la vie pénible à leurs propres parents? Voilà des petites questions comme ça que nous devons nous poser tous les jours pour aider l'État aussi à nous aider. Je crois qu'on ne se pose pas suffisamment les vraies questions à nos familles, à nous-mêmes, pour que le pays avance. C'est ça la difficulté. Il faut qu'on arrive à tourner la page par rapport à nos vices, à nos comportements d'hier, avant-hier. On ne peut pas continuellement accuser les autres. Il faut que nous-mêmes, on s'asseye, qu'on se regarde dans le miroir, qu'on fasse attention pour que les choses changent demain. D'accord. Alors, Adama Kaboré, votre avis sur ce procès, pas pour dire en tout cas des propos sur le verdict, mais quelle leçon aujourd'hui le Burkina doit tirer de cette affaire? Le Burkina, bon, peut-être la société, il faut se demander quel modèle de société voulons-nous aujourd'hui? Quel type de Burkinabé, quel type d'administration nous voulons aujourd'hui? Je crois que l'essentiel de ces questions-là trouve leur réponse dans l'observation du président du tribunal lors de ce procès. Voilà. Parce que quand vous suivez ce procès, à la fin, vous vous demandez, mais qu'est-ce que... Parce que quand vous regardez également le profil même des prévenus, bon, vous posez des questions, comment des autorités peuvent y arriver, surtout un arrêté interministériel qui nomme un agent d'un certain niveau, je n'ai rien contre son emploi, sans formation de base en matière de gestion. Il y a un problème qui se pose. Et aujourd'hui, notre société elle-même, elle est malade. Nonobstant même la peau dure que la corruption a au Burkina Faso, et j'espère qu'elle va se ramollir, avec l'annonce, le rythme, le tempo que le Premier ministre a donné, le tempo également que le président du Faso a donné, j'espère qu'elle va se ramollir au profit de tous les Burkinabés. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à jouer avec les deniers publics, en faire des comptes de l'État une vache à lait. C'est difficile, c'est écœurant. Et à la limite même, vous avez l'impression qu'il y a deux types de Burkinabés. Et au-delà de ces deux types de Burkina, même dans une certaine géographie donnée, il y a d'autres géographies qui se dessinent, où vous n'avez même pas les mêmes réalités. C'est assez marrant et écœurant quand on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà croisé une colonne? C'est vrai que ce n'est pas assez évident, mais c'est-à-dire que les gens sont dans un déni de réalité, parce que tant que c'est le fils de l'autre,
Ça ne me regarde pas. C'est ça le problème. Donc il va falloir que notre société se questionne véritablement qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants de demain. Et moi j'invite les gens à aller lire, ou à aller réécouter en tout cas les observations que le président du tribunal a eu à faire suite au verdict. Je crois que c'est assez pédagogique et je salue au passage ce grand monsieur-là qui a demeuré dans un calme olympien, voilà, avec des méthodes assez pédagogiques qui permettent de tirer vraiment d'enseignements suite à ce procès-là. Oui, Blaise Quintegal. Bon, vous savez, Monsieur Théa est la caractéristique du Burkinabé que beaucoup de gens et dans un passé récent ont souhaité. Monsieur Théa, c'est un homme qui est intelligent. C'est ce qu'on nous a dit. Je me rappelle, même dans la socialisation secondaire qu'on a eue dans les universités, l'accent était beaucoup mis sur quand vous regardez les orientations et tout, même les concours, les parents même demandent aux enfants, tu as fait le concours où il y a les affaires là, ou bien tu as fait le concours où il n'y a pas d'affaires là. Donc bon, les affaires sont rentrées dans la cité, bon débarras la morale et tout. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Quand moi je parle d'une administration néocoloniale, en fait, je me situe un peu au-dessus des appréhensions que les gens souvent font en fait de ce concept-là. Parce qu'on n'est pas contre quelqu'un. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que quand vous regardez depuis le recrutement des gens, une fois que les gens ont eu le concours de la fonction publique, qu'est-ce qu'on leur dit? Il a réussi. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une loi qui est la loi 081. La loi 081 est suffisamment claire. Il y a des domaines dans lesquels un fonctionnaire peut s'aventurer. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la production intellectuelle, l'art, etc., etc. Mais quand vous regardez les investissements de M. Théan, mais il est fort ce mec. Il va jusqu'à élever des bois. Et il élève des pitons, il a des autruches, chambre de passe. Et du point de vue investissement, maquis, des bennes, des citernes, il arrive à créer un circuit parallèle où il traite avec les mines, etc., etc. Ça ne dit mot à personne. Et vous avez une administration où à l'intérieur vous avez un monsieur qui bonnement le matin va s'appeler chef de service ou directeur général à quelque part. Je suis désolé de le dire, c'est en Afrique ici qu'on peut constater ça. Moi je l'ai dit, vous arrivez en Europe là, monsieur le Cointre, qu'il soit officier supérieur, qu'il soit magistrat ou qu'il soit journaliste, il y a un type de véhicule, vous payez ça le lendemain là. Les officiers de police judiciaire sont sur vous. Mais ici, c'est la pagaille totale. Et quand vous voulez, quand Maître Farama me dit non, oui, la société est malade. Mais la société est malade et puis vous faites fi des sociologues. Depuis le début de cette crise-là, moi j'ai comme l'impression que quand on dit lutte contre le terrorisme, les gens pensent que le terrorisme c'est ceux qui sont en brousse avec les armes là. Non, non, non. Mais ce que ce monsieur a fait avec sa bande là, mais c'est du terrorisme humanitaire. Regardez aujourd'hui, dans pas mal de secteurs, au même moment où les veuves et les orphelins pleurent, un monsieur, il se prend le plaisir d'élever des serpents. Bon. Quand vous allez en parler, on va dire vous en parler. Depuis le début de cette crise-là, mettez les sociologues à des niveaux stratégiques de réflexion pour sortir des données. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on fait tout, on fait fi, c'est le juridisme, article 30 a dit ça, et voilà les conséquences aujourd'hui. Donc moi, je pense que cette société malade dont on parle là, quand vous prenez... Moi, j'ai mon document de fondamental qui montre en fait la réalité du Burkina, c'est Prospective 2025. Ça nous a dit le type de Burkinabé qu'on est en train de fabriquer. Et voilà les résultats aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut des brigades. Cette affaire-là, c'est des affaires en fait qu'on peut régler rapidement. Mais avec les procédures qu'on est en train d'utiliser, je doute fort. Sinon, il faut une brigade spéciale de répression. Et il faut faire en fait, comme je l'ai dit la fois dernière, si vous vous amusez, si le gouvernement décide d'identifier toutes les maisons en location, d'identifier leurs propriétaires, y compris les maisons meublées hautes, d'identifier les fermes, j'avoue que le recouvrement qu'on va faire, on va trouver qu'il y a une violation flagrante de la loi 081. Et en plus de ça, on va être surpris de voir qu'en moins de 5 ans de service, des jeunes se sont construits des R+2, des R+3. Quand tu veux parler, on dit que tu es jaloux. Non, moi je pense que le chef de l'État doit mettre en place une brigade spéciale pour traiter ces gens de cas-là. Parce que cette administration-là, c'est une administration qui est, moi je le dis souvent, hein, doyen, vous allez m'excuser, je n'ai pas dit tous les fonctionnaires, mais moi je n'ai pas trop peur des gars qui sont en brousse là, que certains individus dans notre administration. On vous a bien compris. Alors, dernière réaction sur le sujet, Juvenal Sommet. Bon, en suivant ce procès, ça m'a rappelé Axel Kaboum.
et son ouvrage, Et si l'Afrique refusait le développement, que j'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas lu à relire, comprendront beaucoup de choses. Et ça montre à quel point nous sommes nous-mêmes, Africains, comptables parfois du recul de notre continent, de nos pays, simplement. Même s'il faut dire que ce n'est pas en Afrique seulement qu'on voit ça. Oui, je suis africain, en France, mais je suis c'est pas propre à l'Afrique. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis africain. Je préfère parler de l'Afrique. Je suis burkinabé. Je préfère parler du Burkina. En me disant, comment est-ce que on peut en arriver à vraiment une absence totale, je dirais, de compassion, comme je disais tout à l'heure, à l'épuiser dans des fonds qui sont destinés à des gens qui sont déjà en souffrance, qui attendent de vous que vous leur montriez que vous êtes, je dirais, solidaires, que vous compreniez leur souffrance. Et la façon que vous trouviez la plus simple de leur montrer votre solidarité, c'est déjà d'utiliser ces fonds qui leur sont destinés pour, je dirais, des choses vraiment, des basses besognes de ce type. Bon, vraiment, j'avoue que les mots, est-ce que les mots suffiront manifestement je dirais, à qualifier franchement tout ce déballage qu'on a vu. Et moi, ce qui m'a le plus aussi interloqué, c'est la réaction d'un certain nombre de Burkinabés sur les réseaux sociaux où on est allé jusqu'à parfois la banalisation, la théâtralisation, c'est devenu du folklore. On a perdu, je dirais, l'aspect pédagogique même de ce procès pour rentrer dans des discussions parfois où on se demande est-ce que manifestement on a saisi, comme vous l'avez souligné, la question, est-ce qu'on a saisi véritablement la portée réelle de ce procès? Pour moi, je dirais comme le professeur Kizerbo l'interrogeait, à quand vraiment l'Afrique? On est pris par le temps. On est pris par le temps. Il nous reste 5 minutes pour parler de François Compaoré. Alors, Blaise Ketega qui veut la parole, on vous la donne, mais pour parler de François Compaoré, qui est bloqué actuellement donc en Côte d'Ivoire pour défaut de visa. Alors, c'est une actualité aussi qui défraye un peu la chronique. Quel est votre commentaire sur ça? Est-ce que vous pensez finalement que François Compaoré donc est devenu indésirable en France? J'ai aucune idée. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les terroristes ici qui nous emmerdent. Et puis, M. Théan qui est révélateur. Donc, à ce niveau-là, je voulais d'abord dire qu'il faut qu'on mette de l'argent dans notre chaîne nationale pour qu'on puisse faire des émissions aussi sur l'administration. C'est vrai qu'il y a eu dans le temps Affaires publiques qui a essayé des trucs, mais après aussi, il faut créer des émissions qui vont essayer de poser les problèmes. Oui, revenons donc à l'affaire François Compaoré. Pour l'affaire François Compaoré, vous savez... c'est un peu comme, on le dirait, le mythe du serpent qui était très enragé, il s'est ceinturé avec la scie. Par rapport à la scie, il pensait que c'était un ennemi. Et en voulant trop serrer, il s'est déchiqueté lui-même. Après, la leçon de la morale de l'histoire, on pourrait dire, agissons de telle sorte que demain, on puisse se regarder au soir de notre vie comme étant quelqu'un qui a vécu une vie utile. Sinon, en fait, ce qui arrive à notre compatriote qui a été cité dans pas mal de dossiers, à l'époque, la Cour européenne des droits humains avait dit que le Burkina Faso était dans une situation qui ne permettait pas, quand le truc de l'extradition avait été demandé. Alors, il se trouve aujourd'hui dans un pays où le président de la République prend un avion pour aller chercher un activiste, l'avion présidentiel pour aller chercher un activiste en Mauritanie, venir déposer. C'est historique ça. Moi, j'ai jamais entendu que l'avion présidentiel, on peut le prendre et puis aller chercher un opposant, un jeune activiste, venir déposer. Et on a vu des violations flagrantes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire de M. Bataillon. Sur pas mal de points, des opposants politiques qui sont enfermés, etc. etc. Mais je ne sais pas quel est le degré d'assises des institutions judiciaires de la Côte d'Ivoire, mais il peut venir dans un pays pareil, faire ce qu'il avait à faire et tout, et puis bon, il est bloqué. Bon, après moi, c'est pas mon problème, parce que mon problème, c'est que notre pays ne soit pas bloqué, qu'on puisse avoir des armes pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc, pour cette actualité-là, je dirais que ça peut participer aussi
des dissous qui ont eu lieu autour donc de l'extradition, j'allais dire de la libération des agents du renseignement, et aussi cette question des militaires ivoiriens et tout. Du reste, notre pays accuse régulièrement la Côte d'Ivoire de tentatives de déstabilisation. Comme moi je l'ai dit, tant que la bagarre n'est pas finie, les bagarres sont importants. Je ne suis pas dans une sorte d'idéologie de la décrispation pour la décrispation. À nos dirigeants aussi de prendre les mesures qui vont avec, parce qu'on était au bord donc d'États faillis. On a travaillé à se relever sur un certain nombre de plans. Il faut aussi prendre en compte ces informations-là et regarder parce que selon certaines informations qui sortent par là, on nous dit qu'il y a un travail qui a été fait avec le gouvernement ivoirien, entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français, et que cette histoire de visa bloqué n'est pas en réalité de visa bloqué. On n'en sait rien. En tout cas, selon son avocat, c'est une affaire, j'allais dire, de fiche rouge qui n'aura pas été donc annulé peut-être par un des pays, en l'occurrence à l'Allemagne, lorsque donc la Cour européenne de justice avait donc décidé de ne pas extrader François Compaoré. Très rapidement, alors Adama Kaboré sur ce sujet. Moi, je crois que c'est un colis gênant, non seulement pour la France et puis la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, parce que, rappelez-vous, une cour comme celle, la Cour européenne des droits de l'homme, quand même, qui défend les droits de l'homme, et étant donné que M. François Compaoré est impliqué dans une violation flagrante, est plutôt associé à une violation flagrante des droits les plus élémentaires d'un homme, je crois qu'eux-mêmes, ils se trouvent à un moment donné gênés. Et ça, c'est le premier aspect que je vois. L'autre aspect, je me dis que, comme Blaise l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas lié, est-ce que c'est pas les résultats de la libération des 4 soldats? Rappelez-vous, je l'ai toujours dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et si à un moment donné, vous ne faites pas son affaire, elle vous expose, et puis bon, alhamdoulilah, elle continue son chemin. Donc je me dis que, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la stratégie de libération des 4 soldats? Parce qu'il faut se dire que la France est prête à tout, voilà, pour parvenir à ses moyens. Donc je me dis que il n'y avait pas peut-être meilleure issue que ça, voilà, que de déposer M. François Compaoré à Abidjan, d'ailleurs, qui dispose de la nationalité ivoirienne. Voilà, puisque déjà, si jamais le Maroc, qui a été l'interlocuteur, qui est d'ailleurs même l'interlocuteur de la France au sud du Sahara, et je crois que le Maroc même est gêné de recevoir un tel monsieur sur ses territoires. Oui, donc, voilà cas, un peu de façon ramassée. Il était donc en Côte d'Ivoire, où il est en Côte d'Ivoire, en tout cas pour visiter donc son frère, l'ancien président Blaise Compaoré, qui réside dans ce pays depuis donc sa chute en 2014. Très rapidement, Juvenal Somé, un mot sur cette actualité. Oui, je voudrais abonder dans le même sens que Kaboré, parce que cette affaire ne fait que justifier le fait que les États n'ont jamais eu et n'auront jamais d'amis. Les États ont des intérêts. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que ça montre également que, quelque part, dans la façon aussi de gérer les affaires également des publics, il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, si M. François Compaoré aujourd'hui est au centre de ces tractations entre différentes parties, je pense qu'aujourd'hui, il appartient en tout cas aux différentes institutions concernées d'en tirer en tout cas les conclusions qui s'imposent. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il faut travailler à construire des institutions fortes et crédibles qui soient capables à un moment donné aussi de nous élever au-dessus d'un certain nombre de situations qui n'arrangent ni les uns ni les autres. Parce que cette situation, aussi problématique qu'elle soit, elle n'est pas à l'honneur, à mon avis, d'un certain nombre des États, ce que Kaboré disait tout à l'heure. Et je ne crois pas que tout ceci, finalement, apporte, je dirais, plus de lumière, évidemment, à ce que nous recherchons. Puisque, en réalité, c'est quoi? C'est l'affaire Norbert, sur le dossier Norbert Zongo, qui est en filigrane. Donc, est-ce que, finalement, ça nous apporte plus de lumière là-dessus? Mais
encore une fois, je pense que ça nous donne déjà une idée de ce que parfois nous devons travailler, je dirais, à renforcer nos États plutôt qu'à nous appuyer finalement sur ces États parfois pour construire des légitimités qui parfois à la fin se retournent contre nous-mêmes une fois que généralement on n'est plus aux affaires ou en tout cas on n'est plus à un certain nombre de positions. On vous a bien compris. Dernière réaction très rapidement sur le sujet, doyen Ahmed Koné. Moi je n'en fais pas un événement du tout. Je crois qu'il faut tenir compte des différents contextes. Le contexte de la France aujourd'hui, le clan Macron a des problèmes. Alors il se débarrasse de tout ce qui peut le déranger. Il envoie M. Compaoré à Abidjan, sachant bien que la Côte d'Ivoire se prépare à des élections certainement houleuses. Alors donc il met en opposition aussi bien le clan Compaoré et le clan Ouattara, mais surtout la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En fait, ils ont intérêt à ce qu'il y ait ce brouillamini qui leur permet toujours de jouer aux dépens des Africains. C'est à nous de savoir comment nous comporter. Pour ma part, je pense que le gouvernement burkinabé n'a rien à faire ici. Nous avions déposé nos dossiers, c'était en gérance en France. Aujourd'hui que M. François Compaoré est à Abidjan, il est ivoirien. Il ne faut pas aller chercher encore des questions de jurisprudence. Il faut laisser la France et la Côte d'Ivoire gérer ce dossier. Évidemment, la famille Compaoré aussi n'a qu'à bien se tenir par rapport à ce qui se passe entre la France et la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça serait le mot de fin de cette émission qui a commencé avec beaucoup de retard, vous l'avez compris. Événement donc du jour, la finale de la lutte traditionnelle donc qui se passe actuellement sur la chaîne Zénith, une finale donc qui se tient à Dosso au Niger. Merci à vous de votre fidélité. Nous espérons donc que vous avez donc en tout cas pu avoir de plus amples informations sur les différents sujets qui ont fait l'objet des débats ce matin. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de débat de presse. À bientôt.